Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de notre format Super Friends qui va à la rencontre des personnes et qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et c'est un nouvel épisode de notre série de nos bilans annuels, le bilan 2025 et les perspectives 2026. Dans cet épisode, on est de retour aux éditions Delcourt et plus particulièrement de la collection Contrebande avec Thierry Mornay. Salut Thierry. Salut Arnaud, comment va ? Ça va très bien, je suis complètement fatigué puisqu'on enregistre 3 jours après notre cérémonie de First Print Awards, donc je t'avoue que c'est un petit peu difficile, mais voilà. Rien qu'un bon café peut permettre de le surmonter. Et un croissant servi aux éditions Delcourt. On est reçu royalement chez toi, qu'on se le dise. Mais on n'est pas là pour parler du petit-déj, même si ça m'a fait plaisir, mais pour aborder un petit peu, comme c'est un exercice qu'on fait depuis quelques années maintenant ensemble. Et je te remercie d'ailleurs de prendre le temps à chaque fois. Ouais, je t'en prie. De renouveler cet exercice. Et donc, pour faire un petit peu le bilan de l'année écoulée et voir avec toi un petit peu qu'est-ce que tu peux nous dire du programme de Delcourt Comics en 2026, puisque Delcourt ne s'arrêtera pas de publier des comics en 2026. C'est une exclusivité. C'est pas au programme, effectivement. Voilà, ça n'a jamais été. Mais avant, tu sais, je me dis que ça fait effectivement pas mal d'années qu'on fait ces podcasts ensemble. Et j'ai vu les stats de croissance de mon podcast cette nuit, qui a pris quand même pas mal, mine de rien. Donc je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Et je me dis que ça peut pas être juste un mal pour celles et ceux qui entendraient ta voix pour la première fois, juste de te présenter un petit peu. J'aimerais bien refaire un petit peu cet exercice. D'accord, avec plaisir, oui. En tout cas, bienvenue aux nouveaux arrivants, s'il y en a effectivement, mais visiblement c'est le cas. Et donc moi, je suis Thierry Mornay. J'ai le plaisir et la chance de m'occuper et d'animer un catalogue dédié aux adaptations de bandes dessinées américaines, comics, on peut les appeler comme ça, et qui est un catalogue plutôt orienté vers des titres en creator own, c'est-à-dire des titres dont les droits restent acquis à leurs créateurs. Avec très très peu de licences, on va dire. C'est le cas aujourd'hui avec une seule et unique licence qui survit au sein de notre catalogue de Creator Own. C'est en l'occurrence l'ensemble des titres James Cameron's Avatar. Voilà, donc il y a une actualité bien entendu en plus en ce moment qui explique la présence dans notre planning de sortie de plusieurs ouvrages Avatar en cette fin d'année. Et moi, ça fait maintenant plus de 2 décennies que je suis aux commandes de ce catalogue, et ça reste toujours un réel plaisir et une passion. J'ai cette chance-là, de pouvoir associer passion et métier. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie d'éditeur pour l'instant de connaître des gros succès tels que Walking Dead ou même en ce moment Invincible qui continue à caracoler. Donc j'en suis vraiment ravi, et surtout ravi pour les auteurs. Et puis la possibilité de m'écarter des chemins de traverse des sempiternels super-héros, même si effectivement Invincible reste un peu un titre tête de proue de notre catalogue. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça reste bien entendu la collaboration avec un certain nombre d'auteurs phares au sein de ce catalogue, qui sont un peu des piliers depuis maintenant pas mal d'années, même s'ils sont rejoints par parfois des petits jeunes, comme on dit. Je citerai grosso modo, mais sans faire de name dropping, Mike Mignola, Eric Powell, Jeff Smith, Robert Kirkman, Charlie Adler, voilà, donc des gens et Terry Moore. Alors là, je suis en train de parcourir des yeux notre bibliothèque avec l'ensemble des titres au catalogue. Todd McFarlane également, bien sûr. Et voilà, ce sont des auteurs que j'apprécie, avec qui j'ai le plaisir de collaborer depuis maintenant longtemps. La confiance, elle est établie dans les deux sens, et ça, c'est quelque chose qui est absolument énorme, parce que ça permet de faire face à parfois des difficultés, on va dire, extérieures. C'est vrai que l'année 2025, pour répondre aussi à ta deuxième question, a été une année compliquée, mais une année compliquée pour tout le monde et pour la bande dessinée en général. On évoquait en off, juste avant le début de cet enregistrement, le fait que le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême n'aura pas lieu effectivement en janvier 2026. C'est un des signes effectivement que la bande dessinée a besoin de se renouveler quelque part, d'avancer, de se redéfinir peut-être. Et en ce qui concerne les comics, la bande dessinée américaine, il faut bien sûr savoir que ça reste une niche qui représente aux alentours de 5% du marché, pour
pour faire simple. Alors un peu plus si tu prends les albums de comics qui sont pas rangés dans le rayon comics. Oui, alors voilà, c'est GFK, cette petite querelle effectivement de chapelle pour savoir ce qui appartient ou pas effectivement aux comics. Enfin, non, mais c'est surtout pour pas même pour pas dévaloriser le fait qu'on a quand même. Je suis bien d'accord. Hein, tu sais, à l'époque où Walking Dead était vraiment à son pic, voilà. on avait des chiffres sur le marché qui montraient effectivement qu'on était au-dessus de 10% par exemple du marché. C'était à la fois vrai et pas vrai parce que c'était le principe de l'arbre qui cache la forêt. Tout à fait. La réalité du marché, elle est probablement un peu plus située entre ces 5% et ces 10 ou 11% qu'on évoquait à l'instant. Après, bon, je suis pas du tout rivé les yeux sur les chiffres. Hein, je laisse ça aux dirigeants de l'entreprise qui parfois viennent me voir en me disant oula, on a un petit souci sur tel titre ou telle ligne de titre. Et mon boulot consiste à rectifier le tir, à chercher des solutions, que ce soit dans des changements de format, que ce soit dans la découverte ou l'extension vers de nouveaux auteurs d'une part ou des nouveaux genres en fait, puisque c'est vrai que moi je m'intéresse vraiment à tous les genres au sein de ce catalogue-là, qui reste un catalogue de bande dessinée indépendante, mais pas underground, je veux dire, qui ça reste relativement mainstream, mais ça tourne autour de genres tels que la SF, l'horreur, le polar, le fantastique, le thriller, l'heroic fantasy. Bref, on couvre un petit peu tous les genres aujourd'hui, y compris quelques titres de super-héros, effectivement, ouais, comme Invincible notamment, qui se trouve être une série bien que terminée depuis maintenant 2 à 3 ans, continue à être portée par également la série animée sur Prime Video. Tu es pas étranger en fait à cette du réalité. Tout. Et en plus, je vais enfin avoir mon nom sur les cartons de doublage à la fin, quoi. Yalla. Au bout de 4 saisons, c'est une grande victoire pour moi. Mais oui, effectivement. Pour toi. Ouais, non, c'est cool. Maintenant, on a la chance effectivement de disposer de ce que moi je continue à considérer, mais sans aucune flagornerie, de meilleures séries de super-héros existant depuis ces 30 dernières années. Voilà. Non, et même là, j'ai fini de faire mes relectures sur la saison 4 et je peux pas voir les épisodes, j'ai que les scripts, donc, mais par contre, je peux deviner ce qui s'y passe, notamment quand t'as des lignes et des lignes d'onomatopée qui veulent dire qu'il y a juste de la bagarre, mais c'est vrai que juste sur l'arc qui est adapté, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, ça va très très loin, que c'est hyper bien, que ça a vraiment une très très grande série, dont on aura de toute façon, je crois, l'occasion de reparler un petit peu plus tard. À travers ce qui arrive au catalogue 2026, ça, absolument. Dans cette émission maintenant, mais Invincible, effectivement, très 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 bonne série au sein de ton catalogue. Je voulais te demander un petit peu, est-ce qu'il y a une journée type quand on est directeur de collection? Est-ce que il y a vraiment une journée de travail un petit peu type? Et j'ose imaginer que pour continuer d'être motivé au bout de 20 ans, c'est que non, il y a pas de routine qui s'installe vraiment. Ouais, au bout de 30 ans même, tu peux dire. 30, puisque, pardon. oui, quand on cumule effectivement les années sémiques et ça, et les années scarces et tout. Non, enfin, c'est une chance énorme, hein, je le disais tout à l'heure, pas seulement de faire de ma passion un métier, mais de continuer à avoir cette envie de découvrir, cette curiosité, et ça rend ce job absolument pas ennuyeux du tout au quotidien, et il n'y a pas véritablement de journée type, même si bien entendu il y a des tâches qui reviennent assez régulièrement. On travaille sur des cycles de publication, généralement de 2 à 3 mois. Et alors là, par exemple, ça y est, les titres de janvier sont bouclés depuis longtemps. On va commencer à les recevoir de chez les imprimeurs. Les dates de sortie sont fixées, bien entendu. On avait une réunion représentant pas plus tard qu'hier sur la production mars-avril. En revanche, on est déjà en train de travailler sur mai, juin, juillet 2026. Donc en gros, on travaille à 6 mois. Et puis mon squelette qui est un squelette déjà bien rempli de viande, je dois dire, mais sur l'année 2026 voire 2027, il est déjà établi grosso modo. C'est-à-dire que le programme 2026, il est calé à plus de 80% aujourd'hui sans problème. Mais ce qui me permet aussi sur le catalogue à venir et sur les publications à venir d'y insérer un peu au dernier moment, soit un coup de cœur que je vais avoir découvert tardivement, qui n'a pas encore forcément été on va dire officiellement annoncé, même si mon job consiste à avoir de l'information parfois qui n'est pas forcément officielle ou officialisée. On reparlera pour 2026 puisque il y a au programme des séries dont je suis au courant depuis 2 ans, mais voilà, j'avais pas le droit d'en parler, sinon j'étais obligé de tuer les personnes à qui j'en parlais. Oui. Voilà. Donc je vois ce mec avec un fusil à sniper de l'autre côté du bâtiment. Ouais, et puis la fenêtre est ouverte, donc voilà, c'est très dangereux. Ouais. Mais comment tu décris un petit peu tes tâches en fait? Donc c'est lire, j'imagine, tout ce qui provient des États-Unis.
Ouais, il y a pas mal de lectures, même si j'aimerais pouvoir y consacrer plus de temps. Donc souvent c'est plus qu'une lecture totalement approfondie, ce qui là reste du domaine du pur plaisir. Mais c'est vrai qu'un éditeur de BD, notamment au sein de la structure Delcourt et de la manière dont moi j'envisage mon job, ça ne consiste pas uniquement, alors désolé pour le fantasme, hein, mais à lire des comics toute la journée. C'est pas ça. C'est au contraire beaucoup de tâches opérationnelles qui vont de la négociation commerciale de contrats avec les États-Unis lorsqu'on a repéré un titre, sélectionné un titre au sein de la production pléthorique qui vient des États-Unis ou d'Angleterre d'ailleurs, je le précise, oui. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on peut appeler comics aussi. Hein, c'est leur nom. Oui, complètement. C'est de la BD anglophone. Ouais, c'est de la BD. Quel que soit l'anglais. Anglo-saxonne, effectivement. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des représentants sur le marché. Je citerai mon pote Laurent Lerner chez Delirium, qui travaille quasi exclusivement sur, un petit peu avec les États-Unis aussi, mais qui travaille beaucoup avec des éditeurs anglais. Bref, mais ça, voilà, c'est la première partie. Donc, il y a une espèce de veille technologique, on va dire, sur tout ce qui peut être publié aux États-Unis et susceptible de m'intéresser d'une part, mais aussi de correspondre, je dirais, à une typologie de titres déjà existantes au sein du catalogue. C'est-à-dire que on essaie de toujours conserver une espèce de cohérence, que ce soit une cohérence autour des piliers de ce catalogue. Lorsque, par exemple, un nouveau titre de Mike Mignola paraît, puisque Hellboy est publié depuis maintenant plus de 25 ans au sein des éditions Delcourt, eh bien, ce que fait Mike, certes, on aime beaucoup et le bonhomme et ce qu'il fait, et on comprend quand on sait le génie que c'est, lorsqu'il y a une nouvelle série ou une nouvelle aventure éditoriale qui débute, et ça a été le cas avec Les Contrées oubliées et Le Carnaval des cadavres qu'on vient de publier, c'est évident que c'est des titres qu'on ne laisse pas passer et donc qu'on va chercher assez naturellement. Donc une fois qu'on a déterminé ça, oui, on négocie les droits. Donc c'est une partie qui est purement commerciale et qui consiste à travailler pas mal à distance, merci Internet, et puis bien sûr en allant à la rencontre physique des personnes avec qui on collabore au quotidien, que ce soit les auteurs eux-mêmes quand ils dealent leurs droits, des représentants, avocats ou autres, ou bien les services de droit étrangers des éditeurs américains. Parce que ouais, ça c'est pas toujours ça dépend vraiment de chaque situation. Oui. Parfois tu seras toi-même en contact directement avec les artistes et les auteurs, sinon avec des agents. C'est ce qui arrive assez fréquemment, je dirais, au sein du catalogue que j'anime, parce que justement, ce sont des titres dont les droits restent acquis aux auteurs, et parfois, ce sont des auteurs, on va dire, isolés, même s'ils sont publiés au sein d'un label connu. Je pense à Image, par exemple, mais ça arrive encore assez fréquemment, effectivement, que le deal se fasse avec l'auteur, même si la partie administrative, à savoir la signature de contrat, passe par d'autres personnes, mais voilà, c'est pas avec ces personnes-là que je vais aller vraiment discuter le coup, c'est vraiment avec l'auteur tel quel, quoi. Et puis, une fois que ça c'est fait, on rentre dans le vif du sujet, c'est à savoir fabriquer le livre. Et ça, effectivement, ça consiste à passer commande du matériel, le recevoir en format numérique, commanditer une traduction, puis un lettrage, puis une relecture, soit même faire des relectures sur les nouveautés en collaboration avec les assistants ou assistantes avec qui je collabore. Et puis derrière, bien c'est tout le travail qui va débuter aussi en amont avec les fonctions transverses, que ce soit la fabrication, le pré-presse ici en interne chez Delcourt, que c'est le marketing bien sûr qui va consister à mettre en avant les ouvrages d'une manière ou d'une autre lorsqu'on décide de faire l'effort sur tel ou tel titre. Travail avec la presse également, avec l'événementiel lorsqu'il s'agit de déterminer des tournées d'auteurs. C'est le commercial bien entendu, avec par exemple les réunions avec les représentants comme c'était le cas hier, comme je l'évoquais tout à l'heure. On va animer effectivement des sessions pour leur dire que nos titres sont les meilleurs du monde et qu'il faut en vendre plein aux libraires et voilà. Donc c'est toi qui fais les représentants. Ouais, c'est toi qui fais les présentations des titres au repris pour qu'ils ensuite. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que c'est difficile de pas être le mieux placé quand on est au cœur du titre depuis le début, quoi, en fait. Et puis c'est peut-être ce qui aussi fait passer la passion, l'envie de faire découvrir des choses nouvelles aussi auprès des gens, pour les convaincre effectivement que d'y aller, quoi, parce que le nerf de la guerre reste aujourd'hui la vente des ouvrages. On peut faire les plus beaux ouvrages du monde, s'ils sont pas vus par les lecteurs ou si les libraires ne les proposent pas, je dirais, en priorité, sur un marché qui est très encombré. Effectivement, on aura beau avoir le plus bel ouvrage du monde sur nos étagères, ça ne va pas durer longtemps. Et le maître mot dans ce boulot, c'est durer. Voilà.
Donc pour l'instant, avec à plus de 30 ans, ça va. Pour l'instant, j'ai coché cette case. Ouais. Voilà, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui seraient pas forcément au courant de tous les rouages du métier, donc quand Thierry présente les ouvrages au repris, les repris sont ensuite ceux qui sont les représentants d'un catalogue, d'une maison d'édition, et qui vont ensuite montrer aux libraires quelles sont les nouveautés qui vont arriver dans les mois à venir, et les libraires ensuite doivent commander un certain nombre d'exemplaires des bouquins en question s'ils ont été séduits par la proposition, et le nom de bouquin commandé, c'est ce qu'on appelle la mise en place, et ce qui permet d'évaluer en gros le pré-succès peut-être d'un bouquin, puisque Thierry fait la moue, donc il va pouvoir on a parfois des bonnes et des mauvaises surprises dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un ouvrage est bien mis en avant et qu'il y a une grosse mise en place qu'on a un résultat commercial final qui est satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un système aujourd'hui de vente. Tu le parlais, hein, ça c'est le travail des diffuseurs, du diffuseur, à savoir les représentants que tu évoquais. Mais derrière, on est sur un système où les libraires sont tout à fait libres de retourner les ouvrages qui ne se sont pas vendus. Et quand on arrive à maîtriser un taux de retour, ça signifie qu'on aura un taux final de vente qui va être satisfaisant par rapport au tirage. Donc c'est toujours très c'est des choses qu'on ajuste de manière très très précise au fur et à mesure du temps. Et puis parfois, on a la chance que toute la mise en place soit épuisée rapidement. Et puis dans ce cas-là, il faut vite se débrouiller pour réimprimer l'album, parce qu'on sent qu'il y a une appétence pour ce titre et qu'il faut absolument pas laisser passer la fenêtre de tir, quoi. Et donc voilà, c'est un jeu perpétuel entre des succès inattendus et puis des échecs inattendus aussi. Et là ça arrive, mais après est-ce que tu seras d'accord sur le fait que mettons que si tu as une mise en place sur un tirage de 3000 bouquins de 2000 par rapport à 500, c'est quand même qu'a priori le bouquin a plus attiré les libraires et donc qu'il y a un meilleur espoir commercial. Oui, tout simplement sur l'ensemble des titres. Moi, aujourd'hui, j'anime un catalogue d'environ une 50aine de titres annuels, ce qui est pas énorme comparé à certains concurrents aujourd'hui, que sont Urban et Panini, mais qui disposent de grosses licences et d'une quantité de matériel à disposition qui est sans commune mesure avec la manière dont moi je travaille. Oui. Et c'est vrai que sur 50 titres, même sur 50 titres, il y a des choses qui bien sûr vont plaire plus que d'autres. On arrive maintenant à suffisamment déterminer quelles vont être un peu à l'avance les best-sellers, mais je rassure les auditeurs, hein, si on savait exactement ce qui va vendre à l'avance, ce serait les rois du pétrole. Il n'y a pas de recette. Chaque fois qu'on tente d'appliquer une recette, on se plante. Et puis il y a énormément c'est des étoiles qui s'alignent, c'est le goût du public, c'est la manière dont le titre est reçu et défendu et vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille. Par les conseils, si un libraire s'empare ou si les libraires s'emparent effectivement d'un ouvrage, ça peut constituer un succès, quoi. C'est ce qui s'est passé sur pas mal d'ouvrages chez nous, hein. Je vais prendre Les Affamés du Crépuscule, qui est un titre que personne n'attendait, qui a bien fonctionné. Chroma également fait partie de ces titres-là, qui étaient des beaux succès. Puis récemment, pour qu'on identifie un peu pour toi un succès en contrebande, tu vises les combien d'exemplaires en moyenne? Ça aussi c'est très très variable, parce que un succès dépend avant tout du tirage, mais non, il dépend avant tout de ce qu'on a pu mettre sur la table comme mise de départ, à combien on a acheté. C'est-à-dire que si on a payé une grosse avance qu'il va falloir à l'éditeur ou à l'auteur en amont, et puis parfois il y a de la concurrence, donc les avances peuvent monter de manière assez vertigineuse. Là effectivement il va falloir vendre plus pour rembourser cette avance, je dirais. Et puis parfois à 3000 on a ce qu'on peut appeler un succès, c'est-à-dire un livre qui va gagner de l'argent. Et mon souci à moi, en fait, en tant qu'éditeur, mais c'est aussi le cas de la maison d'édition au sens plus large du terme, c'est d'avoir raison dans 51% des cas, c'est-à-dire d'avoir de quoi financer 49% des titres qui vendront moins ou perdront de l'argent. Quand c'est un peu ce qui se passe sur l'équilibre d'un catalogue. On a des titres qui effectivement vont boomer, vont pas fonctionner autant qu'on le pensait et vont perdre de l'argent. Et puis on en a qui gagnent de l'argent et qui nous permettent de rééquilibrer ça. Mais c'est un équilibre extrêmement précaire. Il faut surveiller absolument tous les paramètres. Tu peux pas te permettre d'enchaîner les manqués non plus. Tu peux te permettre, mais après faut rechercher un autre boulot. Ouais. ça est bon. J'imagine que le boulot te plaît suffisamment pour que tu aies envie de le garder. Ouais, c'est un peu le but, ouais. Et est-ce que au bout de 30 ans d'expérience, même s'il n'y a pas de recette, mais quand même quand tu fais ton catalogue, t'arrives un peu à sentir par rapport à l'année écoulée, par rapport à ton expérience au global, de dire effectivement ce titre-là a plus de chances de marcher parce que le genre en question
est pas trop mal porté en ce moment, que ce soit dans les comics ou parce que peut-être dans la franco-belge il y a un genre qui revient un petit peu à la mode, parce que effectivement t'as des auteurs qui sont des auteurs à succès immédiat ou pas. Oui, bien sûr, il y a quand même quelques éléments. On fait pas tout au pifomètre, hein, c'est évident. Mais bon, il y a bien sûr des auteurs phares dont on sait pertinemment qu'aujourd'hui ils ont le vent en poupe, ce qui peut changer très vite des fois, hein, d'accord. Et puis il y a des séries à suivre. Quand une série commence à s'installer, je redonne les exemples de Walking Dead il y a quelques années ou d'Invincible en ce moment ou Berserker. On sait que oui, c'est bien d'avoir un nouvel ouvrage à présenter au sein de cet univers ou de cette série. Bon, on peut compter sur effectivement un succès relatif, quoi, d'accord. Donc oui, l'auteur, on a quelques paramètres comme ça qu'on arrive à peu près à maîtriser lorsqu'un ouvrage nous arrive avec une très bonne presse et de très bonnes ventes aux États-Unis. C'est ce qui fait d'ailleurs que cet ouvrage suscite l'intérêt aussi des petits copains sur le marché et qu'on se retrouve en situation de concurrence pour le publier en français. Mais c'est tout ça de bonne guerre, ça s'appelle la concurrence. Tant qu'elle est saine, moi, ça me pose aucun problème, hein. Et tu penses que c'est le cas aujourd'hui en général sur le marché comics, tu penses, parce qu'on sait qu'il y a eu des années où elle était peut-être un peu plus féroce avec des enchères qui grimpaient beaucoup. Le reste, parfois, ouais, on sent qu'il y a des coups de folie, des coups de sang de certains. Moi après, ouais, bon, je pense avec pas mal de recul. Enfin, quand on connaît, là aussi, peut-être est-ce que c'est le fruit de l'expérience, mais le niveau moyen de vente d'un ouvrage, bon, il y a pas des raisons des fois de s'affoler ou de vouloir donner trop d'argent aux Américains pour ça, quoi. Alors est-ce que les Américains ils en profitent pas un peu des fois? À une époque, ça a probablement été vrai, ouais. Ouais, pour certains auteurs qui ont cru que le marché français était la martingale et ouais, effectivement. Non, aujourd'hui c'est un peu plus calmé. Je pense qu'ils ont conscience à la fois d'une part parce qu'ils ont dû se recentrer sur leur propre marché qui connaît quelques difficultés, donc ça occupe pas mal, hein, les énergies. Maintenant, les ventes à l'étranger restent quand même une source de revenus intéressante pour pas mal d'auteurs et de titres. Mais le marché, il change, hein. Enfin, les formats aussi aux États-Unis changent pas mal. On a la chance d'avoir pu en bénéficier, hein. On parlait du bilan 2025, mais l'un des points marquants de cette année, ça a été le lancement des titres chez l'éditeur Distillery, ouais, où on est vraiment sur un ouvrage que moi je qualifierais de fusion en termes de narration. On est sur des formats qui sont plus proches du franco-belge, avec des narrations qui parfois flirtent avec le franco-belge traditionnel et parfois sont issus des comics aussi traditionnels. Donc bon, on sent bien qu'eux aussi cherchent des solutions, en fait, cherchent à étendre, en fait, un lectorat, cherchent à séduire par des formats différents, qui sont des formats un peu plus luxueux que ce que les Américains nous ont habitués à publier. Et puis, nous aussi, enfin, clairement, il y a des ouvrages aujourd'hui de par leur mode de narration, on est capable de présenter dans des formats qui vont nous permettre de toucher un lectorat plus large que le sempiternel lectorat de super-héros américains en France, quoi, et qui lui est relativement réduit finalement et a tendance à vieillir. Faut pas l'oublier aussi. On en est la preuve vivante. C'est qu'on est toujours là. Moi surtout. C'est ça. Un petit gars. Alors, justement, pour faire un petit peu le bilan de 2025, j'allais te reparler de Distillery. Après, tu t'en doutais, évidemment. Mais avant de parler de Distillery, ouais, je veux juste ton ressenti global quand même sur l'année pour vous, pour Delcourt. Écoute, c'est une année qui a été relativement compliquée, ouais, mais encore une fois, à l'instar de pas mal de personnes, tout le monde est à la recherche de meilleures solutions, hein, de meilleures ventes sur ces titres, même si, bien entendu, on a connu suffisamment de succès pour être présent encore en 2026, 2027, etc., etc. Mais on sent bien que l'augmentation, notamment des prix de vente, a un impact non négligeable aujourd'hui sur la sélection que doivent faire les amateurs dans leur choix. Enfin, voilà, les gens s'expriment clairement là-dessus en disant, ouais, ça me plaît bien votre offre, hein, ça me plaît bien vos ouvrages, hein, mais et c'est vrai pas seulement pour nous Delcourt, hein, mais c'est trop cher et j'ai pas suffisamment d'argent aujourd'hui à mettre là-dedans, quoi. Et ça s'entend. Alors on avait une politique, je crois qu'on en avait parlé il y a 2 ans ou encore l'an dernier. Ouais. Parce que vous avez réussi à maintenir les prix très longtemps, quand même. Oui, très longtemps. Alors aujourd'hui, on s'est rapproché effectivement des moyennes du marché parce qu'on avait une vraie différence en fait dans notre offre de prix par rapport à la concurrence. Ce qui n'a pas eu un impact d'ailleurs fou et direct là-dessus, parce que on sent bien qu'il y a parfois des habitudes je vais appeler ça des habitudes de consommation de certains lecteurs qui continuent effectivement à des séries, des collections, ils sont attachés à des personnages et vont pas forcément aller faire le petit pas de côté pour aller découvrir autre chose.
Mais que ces titres soient d'ailleurs avec des prix élevés ou pas ne change pas trop leurs habitudes. C'est-à-dire que au contraire, je pense qu'ils vont délaisser au maximum des offres différentes pour essayer de se concentrer sur le cœur de ce qu'ils pensent devoir continuer à lire absolument, quoi. Même si c'est le même récit depuis 30 ans, mais ça c'est ma vie personnelle sur des personnages un peu emblématiques. Non, mais c'est super important de le rappeler et intéressant de le rappeler aussi. C'est effectivement cette notion, enfin le prix ne fait pas tout, c'est aussi la notion de valeur perçue et de l'attachement et de la curiosité des gens. Parce qu'effectivement, même si tout le catalogue Delcourt passait à 5 € l'album du jour au lendemain, ça te garantirait pas d'avoir 10 000 ventes en fait sur l'ensemble de ces albums, parce qu'il y aura toujours des soit une peur de pas connaître ou l'affect pour un autre chose, et il y a une problématique. Passer l'effet d'aubaine, effectivement, que ça peut représenter sur le coup, mais ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Moi, l'important c'est pas de faire un coup, c'est de durer, quoi, et d'être présent. Donc continuer à travailler sur une offre on veut qualitative, que ça soit à tous les niveaux, traitement de l'ouvrage lui-même, qualité des traductions, des relectures, enfin voilà, ce genre de choses, de l'editing en fait. Puis t'as une problématique qui est plus macro aussi, c'est que certes les prix des bouquins ont augmenté, bon le prix de l'électricité aussi, les loyers, les courses et tout ça, les salaires eux non par contre. Moyen. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'autres paramètres qui font que mathématiquement, même si tu baissais les prix de tes bouquins, en fait le coût de ta vie ne baisserait pas en parallèle, donc tu aurais de toute façon pas assez d'argent. Enfin très conscient d'une chose, c'est que en dépit de tout l'amour que je porte à ce secteur d'activité, à la bande dessinée en général, et depuis maintenant très très longtemps, faut jamais quand même oublier qu'on fait pas partie des biens de consommation immédiats et absolument nécessaires à vivre, d'accord. Donc si des choix doivent s'opérer au sein du budget d'un ménage ou de quel qu'il soit, c'est pas forcément la bande dessinée qui va rester en haut du. Non, clairement pas. c'est une évidence. Voilà. Non, la culture et les loisirs trinquent en premier. Ouais, ça trinque, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et malgré tout, par contre, malgré ça, tu maintiens quand même, tu disais, entre 40 et 50 titres à l'année. Il y a quand même ce choix de pas vouloir baisser non plus le nombre de titres. Non, on l'a fait pas mal, parce que si on remonte à une dizaine d'années en arrière, on était à plus de 80 titres annuels. Parce que tu me parlais déjà de rationalisation l'année dernière, c'est pour ça. Donc oui, tout à fait. Mais là, non, on est plutôt même sur une phase avec 2026 où on va être à nouveau vers quelque chose comme 55 titres. Donc, une offre légèrement augmenté, mais parce qu'on a la chance d'avoir signé des titres avec ce que je considère être un fort potentiel. On en parlera peut-être tout à l'heure plus en détail, mais c'est vrai que là on a eu une année en deux parties. Je dirais un premier semestre qui était compliqué, mais on a eu quand même des ouvrages intéressants et d'autres qui n'ont pas du tout fonctionné comme on le pensait. Ça a été le lancement de Distillery avec des titres qui ont bien marché et puis d'autres moins. Voilà. T'as des exemples un peu de ceux qui ont bien été accueillis, d'autres qui l'ont moins été? Gone a été moins bien accueilli, par exemple, de Joke. Alors toutes les analyses sont possibles sur les raisons. En revanche, au même format, même si ça fait pas partie de Distillery, j'étais assez content de ce qu'avait réalisé comme score. Si vous lisez ça, je suis déjà morte, qui est un ouvrage que j'aime particulièrement. Spectrographe a plutôt bien marché, bien supporté d'ailleurs par des éditions spéciales réalisées en collaboration avec l'un des partenaires que tu connais bien chez First Print, qui est le réseau Pulps, mais également avec le Comptoir du Rêve, qui est un libraire toulousain, et ils ont joué le jeu tous les deux pour nous aider avec des éditions spéciales de cet ouvrage-là. On a ensuite eu un Berserker effectivement sur le milieu d'année qui a bien fonctionné, des rééditions autour de l'univers d'Invincible avec Take Jacket par exemple, rejoint par Wolfman en cette fin d'année. Et puis Avatar sur la fin d'année qui s'est installé et là qui continue effectivement à bénéficier de l'exposition médiatique qu'il peut y avoir autour du lancement du 3e opus cinématographique. Le Dr Vertam de Harold Chester et Eric Powell n'a pas fait aussi bien que le Ed Gein, ce qui est pas non plus étonnant, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Le sujet est pas exactement le même si le format de l'ouvrage l'est. Pour le grand public, ça fascine peut-être moins. C'est beaucoup plus centré sur la partie bande dessinée en fait, et moins sur le true crime entre guillemets. La balade des frères Blood, un autre titre Distillery, a plutôt bien fonctionné, donc ça je suis assez ravi de ça. Et puis là sur la fin d'année, le carnaval des cadavres, le lancement de Mike Mignola, ça aussi
aussi, c'est plutôt satisfaisant. On attend maintenant vraiment, puisqu'on va rentrer dans la période de Noël, et puis ça va être un slow burner, la Lune et le Serpent, le grand livre de la magie d'Alan Moore, qui est un ouvrage magnifique, qui bénéficie d'un travail. Il est très lourd. Ouais, c'est du lourd. Mais il y a eu un travail de traduction extraordinaire réalisé par Maxime Ledin et par Laurent Kessy, et un travail même en interne ici réalisé au sein de la cellule comics vraiment remarquable, de suivi de cet ouvrage. Et on a vraiment un ouvrage de grande qualité dont je pense qu'on continuera à parler dans les années qui viennent. Donc c'est pas forcément un ouvrage dont on va sentir les effets bénéfiques en termes de vente dans les 3 mois, mais je pense que ça, c'est un livre qui est fait pour rester. Et puis une bonne petite surprise, en fait, qui est le lancement de Rat City, qui est une série qui est vraiment un peu qui fait un pas de côté par rapport à l'univers traditionnel de Spawn de McFarlane. Parce que c'est vraiment très bien. On a Erika Schultz qui a défini les limites d'un univers qui n'a rien à voir véritablement avec Spawn, ou très peu, et qui s'éclate avec une offre artistique aussi qui est vraiment intéressante. Et puis là aussi un ouvrage supporté par une édition spéciale des membres du CSA, un collectif de libraires français de comics shops Assemble, pardon, le CSA. On se trompe toujours, c'est Comic Shops Assemble, voilà, je l'ai. Donc là aussi avec des couvertures alternatives réalisées par Kibar, qui a lui aussi le vent en poupe, voilà. En ce moment, tant mieux, et je suis ravi pour lui. Et puis le dernier Criminal, là, voilà, qui s'installe vraiment très bien là en ce moment. Donc je suis très content. Mais c'est vrai qu'on est habitué on s'habitue en fait à la qualité de Brubaker Phillips sur leur offre. Et 2026 ne sera pas en reste à ce sujet-là, puisque la série télé, elle, arrive en février. Voilà. Ouais, puisque on a, je crois que d'ailleurs qu'elle a même pas été annoncée officiellement pour février 2026 de mémoire. Donc voilà, vous le savez maintenant, parce que Thierry, lui, il sait. Mais justement, parce qu'il y a eu pas mal de retard en fait avec cette série, mais je pense même de façon, même quand on parlait du catalogue Distillery, il y a des titres qui ont été annoncés et qui ont été même annulé en termes de précommande auprès des comic shops pour être ressollicités plus tard. 2025, ça a aussi été une année très grave aux États-Unis avec tout le bordel autour de Diamond Comics et problème de diffusion et de distribution. Voilà, c'est vrai. Donc le marché en fait qui perd un de ses distributeurs historiques, ça a été une lente déliquescence depuis le post-Covid, mais là ça a quand même été une crise pour beaucoup de maisons d'édition, notamment Distillery qui a été touché. Comment on gère tout ça du côté français quand parce que moi j'ai pensé à des titres que tu nous avais annoncés pour 2025 comme Stand Still de mémoire, comme Dust to Dust, qu'on n'a pas encore vu sortir. J'imagine que c'est que du décalage, mais comment on gère tout ça? Bon, écoute, ça je veux dire que c'est le quotidien. Tu parlais d'une journée type, c'est un peu le quotidien des fois de devoir gérer effectivement les retards de livraison de matériel. Tu évoquais Stand Still, qui arrive effectivement en mars. Finalement, ça y est, c'est sûr, il est chez l'imprimeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dessinateur a pris énormément de retard parce qu'il est très lent. Andrew Robinson, le co-créateur de la série, ce qui fait que la série a dû être terminée par un autre dessinateur. Lui-même a été victime puisqu'il a vu l'intégralité de ses biens personnels et de sa maison brûlée dans les incendies de Los Angeles. Ah merde, d'accord. Donc il s'est retrouvé dans une situation personnelle particulièrement compliquée aussi. Et moi c'est un titre que j'adore et qui va exploser les mirettes de tous ceux qui vont poser les yeux dessus. C'est un titre auquel on a apporté beaucoup d'attention, ne serait-ce que dans la manière de le présenter aux libraires, c'est un titre donc au format à l'italienne, format paysage, mais qui va bénéficier d'un fourreau qui va permettre de le présenter en fait comme un livre en format portrait traditionnel aussi. Comme ça, vous pourrez le ranger facilement. Comme ça, voilà, sur les étagères, il ne va pas dépareiller, il ne va pas dépasser, c'est bien. Mais non, c'est ce genre d'incident entre guillemets, on ne peut pas les prévoir, mais on est obligé de faire avec. Donc on repousse des sorties. Dust to Dust, Jeff est encore en train de terminer le 8e et dernier. Donc on a juste vu la couverture et puis il bosse dessus. Donc on a logiquement on reporte des titres comme ça, et c'est vrai que là en 2026 je vais faire un peu plus attention à ça, de manière à pouvoir programmer
uniquement des ouvrages qui sont complétés ou vraiment sur le point de l'être, quoi. Un autre grand oublié effectivement de 2025, c'est le tome 2 des acharnés des acharnés du crépuscule. Les acharnés, alors ils étaient affamés, maintenant ils ont passé à une autre étape. Oui, tout à fait, les affamés du crépuscule, mais qui a eu du retard en VO aussi, de toute façon. Ah, mais il en a encore, puisqu'il est pas terminé. Donc voilà, avec on est tombé dans un trou noir là, et pour l'instant j'ai pas du tout de date. Je l'ai même pas reprogrammé pour l'instant tant que le matériel sera pas complété. Ce qui doit être d'autant plus un peu frustrant quand même, puisque ça a été très bien accueilli par les libraires. Tu nous disais que ça a été un beau succès l'an dernier, mais oui, tout à fait. C'est vrai, on aurait bien aimé profiter de cette dynamique, puis là elle nous échappe, donc voilà, comme on disait, il y a des choses c'est ça, dans ton cercle de contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Donc là, la seule chose qu'on fait, c'est ça. C'est des choix aussi qui nous sont parfois imposés. Là, je reçois régulièrement des messages. C'est l'occasion de passer un message justement sur la réimpression de certains titres d'univers très très longs comme Spawn ou Hellboy. Faut savoir aujourd'hui que ce qu'on chercherait des fois à nous imposer, à savoir d'être systématiquement, on a été très 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 longtemps connus pour ça, c'est de ne pas avoir de trous dans la raquette et d'avoir des séries qui restent complètes. Ça devient de plus en plus difficile compte tenu des coûts de production quand on a des très faibles tirages, parce qu'une réimpression généralement est un très faible tirage avec un faible espoir de vente. Donc ça fait deux facteurs qui rendent le coût unitaire d'impression d'un bouquin parfois prohibitif. Non, moi je suis à dire aujourd'hui. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on va demander d'ailleurs aux petits copains des univers Marvel ou DC, c'est d'avoir l'intégralité de la production disponible. Non, la réalité aujourd'hui, c'est quand on sort un ouvrage, si vraiment il vous intéresse, faut essayer de le réserver le plus tôt possible. Rapidement, parce qu'il n'est pas certain qu'il puisse faire l'objet d'une réimpression rapidement. Voilà. Je parle même pas d'une réédition, mais d'une simple réimpression. On lance une réimpression aujourd'hui lorsqu'on sent vraiment qu'il y a une grosse demande. D'accord. Aujourd'hui, je peux pas promettre que dans les 3 mois, on va pouvoir réimprimer, par exemple, l'intégrale du tome 1 de BPRD. Sorti il y a 2 ans déjà, certes qui est épuisé, mais là pour l'instant, il n'y a pas l'appel d'air suffisant en fait pour qu'on puisse lancer une réimpression sur ces titres-là. Ou alors il faut attendre, alors on rentre dans les éléments techniques, mais c'est ce à quoi on est confronté au quotidien. Il faut attendre des réimpressions ou des tirages groupés avec d'autres ouvrages, de manière à ce qu'on cut un petit peu sur les coûts de transport, qu'on cut sur le fait que les machines vont tourner sur 2 ouvrages au lieu d'un. Bon, c'est vraiment l'aspect purement technique de la fabrication, mais voilà des facteurs avec lesquels on est obligé de composer au quotidien. Ouais, mais qui est hyper important de savoir pourquoi. Bah oui, hélas, parfois tu devras attendre quelques mois pour qu'un bouquin soit disponible. Et puis je sais pas, je prends l'exemple de Spawn. Je suis désolé, il y a près de 380 numéros aujourd'hui disponibles. C'était déjà une gageure et une excellente chose qu'on puisse avoir pendant tant d'années permis que l'intégralité de la série soit disponible. Là, en ce moment, ça coince un peu plus parce que il y a des trous dans les albums. Sur Renaissance en particulier. Renaissance. En revanche, c'est pas le cas sur Walking Dead parce que là aussi, c'est plus facile aujourd'hui de réimprimer Walking Dead parce que on sait il y a un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y a toujours une demande en fait qui reste constante, ce qui est pas forcément le cas pour Spawn, parce que l'appétence du grand public pour Walking Dead est supérieure à Spawn, quoi, tout simplement, et c'est un état de fait et on est obligé de composer avec ça. Voilà. Donc oui, il y a parfois des albums qui vont rester indisponibles pendant quelques temps. Ouais, il faut s'habituer à ça. Voilà. Il faut les chercher dans les bibliothèques. Oui, si on veut les lire, faut les lire en numérique, mais c'est jamais très très pratique et c'est pas ce qu'on aime. Faut effectivement essayer de les trouver d'occasion, en essayant d'échapper aux gens qui sont complètement foldingues et veulent les vendre à des prix complètement déments sous prétexte qu'ils sont épuisés. Voilà, oui, c'est un autre type d'exercice, mais là, c'est pas la solution ne peut pas venir uniquement de nous, en fait, qui allons continuer à proposer des albums qu'on va imprimer à perte, quoi. Alors bon, je pense que je connais la réponse à la question, mais je te la pose quand même, notamment par rapport à Spawn, puisqu'on a vu à la concurrence Urban Comics qui avait cette problématique en fait de réimpression d'albums cartonnés. Alors bon, sur des ouvrages beaucoup plus nombreux quand on parle d'un catalogue de licences comme DC, mais qui réédite maintenant dans un nouveau format qui est souple, ce qui permet à la fois de faire d'une forme de réédition, donc d'avoir une nouveauté quelque part au catalogue. C'est pas quelque chose qui toi pourrait notamment sur un
titres comme Spawn, te dire là on pourrait faire des nouvelles intégrales souples pour remettre à jour cette série. On est c'est peut-être plus facile aujourd'hui de gérer une série ou une séquence d'albums one shot ou de séries très courtes comme c'est le cas aujourd'hui chez DC ou même chez Marvel. On est beaucoup sur des reboots constants, donc c'est voilà, on peut isoler effectivement un run de quelques albums que 22 albums de la série Spawn plus 16 de Spawn Renaissance plus tous les spin-offs. Non, pas forcément, parce que faut être très clair, je pense pas que ça va nous faire gagner un lectorat nouveau. Non. Tant qu'il n'y a pas un nouvel intérêt pour Spawn, ceux à qui il va manquer effectivement un numéro, ils vont hurler au loup parce que non, c'est pas le même dos. Alors sur ma bibliothèque, ça va faire moche d'avoir des cartonnés puis un souple. Je rentre pas dans ce débat-là parce que j'ai toujours considéré que l'important c'était ce qu'il y a dans la boîte, comme disait William Sorin, mais c'est ce qu'on lit, quoi. Mais bon, après je comprends effectivement la logique de collection, mais on peut pas toujours y répondre. Et puis le fait de passer, je dirais, du cartonné à la couverture souple, c'est pas vraiment un facteur déterminant dans le coût de revient de l'album, quoi. Non. Pas forcément. Ça fera pas tomber le coût de fabrication de moitié, quoi. Je veux dire. Non, alors si clairement pas. Non, c'est quelques euros de plus. En fait, là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que même sur les rééditions actuelles de Urban, c'est juste que le coût de ces albums aujourd'hui est le même que celui des cartonnés il y a 10 ans. Ça a juste permis d'amortir pour pas que, en fait, aujourd'hui, ils se vendent à des prix complètement faramineux. Mais effectivement, ça fera pas diminuer de moitié. Mais alors après, je veux juste préciser un truc aussi, ça c'est que c'est pas à nous, maison d'édition, de devoir gérer ou tempérer de manière systématique les excès d'un marché de libre-échange entre guillemets. C'est-à-dire que bon, si quelqu'un décide de vendre un BPRD intégral tome 1 comme j'évoquais tout à l'heure, qui pour l'instant semble épuisé, est épuisé, si cette personne décide de le mettre en vente sur un site de vente d'occasion, à 100 €, libre à ceux qui veulent l'acheter d'y aller ou pas, quoi. C'est dément de l'acheter 100 €, mais c'est comme ça. Après, c'est les gens qui font leur propre choix, quoi. Oui, c'est pas à nous de le réguler. Non, c'est pas à toi d'aller fliquer les mecs sur Vinted. Non, ce serait malvenu de le faire, en fait. Ouais, après, bon, dans un monde idéal, les gens auraient pas ce genre de pratique aussi, quoi. Mais bon, c'est autre et vaste débat sur le que dans un monde idéal, dans un monde idéal, les comics seraient hyper bien vendus et on serait les rois du pétrole. Mais ce que je voulais te demander par rapport à Spawn aussi, quel retour t'as eu sur le changement, c'est quand même ce changement important de format de publication avec l'album Spawn 2025, qui me paraissait en tout cas et qui me paraît toujours, pour avoir vu et lu l'album, plutôt idéal par rapport justement à la façon dont là littéralement on consomme un peu ces longues séries de... Écoute, c'est un changement qui de toute façon éditorialement que je peux pas défendre parce qu'il est extrêmement cohérent en réalité, pour des tas de raisons. Nouvelle équipe, changement de statu quo au sein du récit, c'est une espèce de reboot qui dit pas son nom. Todd aux États-Unis, Todd McFarlane s'est toujours refusé à refaire des reboots avec des numéros 1 et autres. On s'est jamais il nous a jamais empêché de le faire, hein, lorsqu'on est passé de Spawn à Spawn la saga infernale, puis Spawn Renaissance. On peut gérer en fait en fonction de nos besoins, de notre ressenti du marché, vraiment les choses comme ça. C'est lié à la confiance qu'apporte quasiment 30 ans de collaboration avec Todd, et on doit en reparler d'ailleurs semaine prochaine. On a une visio la semaine prochaine pour parler de la suite et de la manière dont les choses vont se poursuivre, évoluer, voilà, histoire d'échanger effectivement sur les réalités de nos marchés respectifs, de son offre pléthorique, de la manière dont on la gère ici, mais qui est une problématique qui s'inscrit aussi dans celle qu'on a géré les éditeurs en Espagne, en Italie, en Allemagne. Enfin bon, c'est pas nouveau, quoi. Bref, là pour ce qui est de ça, il y a eu quelques ronchons qui ont dit mais mon Dieu, pourquoi vous repassez à ça? C'est pas une vraie nouveauté, je veux dire, en termes de format, puisque c'est quasi exclusif, quasi la même chose que ce qu'on a fait sur nos archives avec les 22 tomes préexistants, d'accord? On avait aussi l'équivalent grosso modo de 12 numéros par année. Moi, ça m'a semblé assez cohérent aussi de regarder ce qui se faisait. On a aujourd'hui des intégrales
chez Panini avec X-Men et les années, avec Spider-Man et les années, avec n'importe quelle autre série. Pourquoi pas le faire sur Spawn aujourd'hui ou sur King Spawn, puisque King Spawn arrive dès le mois de mars. Là, il va s'appeler 2024-2025, tout simplement parce que ça correspond à des épisodes qui ont été publiés aux États-Unis entre 2024 et 2025. Pour l'instant, c'est suffisamment bien reçu, supporté que c'est par l'édition spéciale que l'on réalise en collaboration avec le CSA. On est vraiment en phase d'étude parce que le lancement il est récent, hein, il est moins d'un mois, donc j'ai des bons signaux, mais j'ai pas de recul une fois que les retours auront eu lieu. Rat City, il y a eu un petit blip sur le radar aussi, même si c'est différent, mais c'est le même format. Et en tout cas, les auteurs, que ce soit Erika, Zé ou même, c'était rigolo parce que même le coloriste a voulu absolument qu'on lui envoie un exemplaire. Mais les Américains nous envient. Oui, mais oui, pour ça, oui. Vous faites du bon travail en France, les éditeurs. C'est ce que les gens disent, mais on a la chance de pouvoir collaborer avec des imprimeurs aussi qui font du bon boulot et toute la chaîne est dédiée à ça, quoi. Donc, nous, on est en tant qu'éditeur, tu te retrouves en fait au point de départ de la décision de changer de format, d'aller chercher tel type de papier, voilà, c'est pas évident, hein, de casser des habitudes, des moules, de passer par des formats différents, hein. C'est des discussions qu'on a déjà eues les années précédentes, hein, avant que on me laisse un peu plus les mains libres pour travailler sur des formats différents. Des fois c'est des combats de longue haleine, hein. Ouais, parce qu'il y a une époque où c'était vraiment très quadrillé. Ça se voit dans la bibliothèque qui nous fait face sur une charte quand même assez uniformisée en tant que telle. Et puis on voit de plus en plus d'albums un petit peu différents et on mentionnait les affamés du crépuscule. Là cette année il y a aussi même simplement les distilleries, hein, en l'occurrence. Qui est d'ailleurs un format qu'on adopte en fait pour d'autres ouvrages. Je pense à Cosmic Detective qui était sorti à toute fin d'année, même format que les distilleries. Si vous lisez ça, je suis déjà morte, même chose. Dès le mois de janvier, on aura également un album de Robbie Morrison et Charlie Adler qui s'appelle Heretic. Oui. Et qui sera au format distillerie aussi. Parce que tout simplement la manière dont les pages ont été présentées correspond à ce format-là, quoi. Et en plus, la qualité du dessin de Charlie, elle est incroyable sur cet album-là. Le récit est super. Enfin, vraiment, le nom de la rose rencontre Sherlock Holmes à Anvers au XVIe siècle face à l'Inquisition. Voilà, c'est le pitch. Et derrière, c'est extrêmement bien écrit, bien recherché au niveau historique. Des dialogues qui sont au couteau et un dessin de Charlie. J'ai jamais vu un album aussi joli. Enfin, on n'est pas du tout dans la même veine graphique que ce qu'il faisait sur Walking Dead. Il a travaillé son dessin de manière beaucoup plus recherchée et on a un album franco-belge, quoi. Voilà, que les lecteurs de franco-belge vont pouvoir apprécier. Et je pensais même cette année, il est aussi assez récent encore, en 1949, qui est absolument superbe. Ah ouais, absolument. Voilà, ça c'est des petites choses que moi je m'amuse à aller chercher effectivement un peu en marge. Ouais, j'aurais adoré faire le The War aussi, qui est sorti finalement chez Urban et qui est pas tombé chez nous pour une question d'un peu d'erreur chez Boom au départ. Donc bon, ça c'est autre chose. Mais oui, c'était typiquement pour moi, c'était prévu pour être publié à ce format-là. Et puis des formats de cet ordre-là, on va en avoir dès lors que le récit le justifie. Prochaine étape d'un format un peu différent et un peu inhabituel pour des comics, Freddy l'arnaqueur, Freddy the Fix, puis The Kids, des deux albums signés au scénario Garth Ennis, et puis Mike Perkins pour Freddy et Talibor Dalagic pour The Kids. Eh bien, on est sur des récits qui font une quarantaine de pages et qui vont sortir au format d'un album d'Astérix. Voilà. Oui, c'est ça, et avec un prix qui est beaucoup plus bas aussi. Oui, on va être un prix de 10,50 €. C'est ça, 10,50 € parce que aux États-Unis, c'est des one-shots en fait qui font partie d'un label qui s'appelle Ninth Circle. Ninth Circle, ouais. Donc j'imagine que, mais du coup tu empiètes sur mon déroulé, mais parlons de Ninth Circle, comment ça s'est passé un peu? C'est un contrat 4 que vous avez, On a causé avec Joe, avec Joe Pruitt, puis voilà quoi. D'accord. Parce qu'on se connaît depuis très longtemps et que moi c'est vraiment des récits. Quand je les ai découverts en nuage, je me suis immédiatement dit oui, là voilà, on a peut-être la possibilité. En plus, c'est du Garth Ennis, donc ça va être déjanté en diable et j'adore. On a un format qui est parfait quoi, en fait, puisqu'il va nous permettre de présenter du Garth Ennis et en plus le dessin de Mike Perkins qui est très franco-belge en fait.
dans sa conception et dans sa narration, bah je me dis voilà, on va en faire un album quoi, un petit album tranquille, voilà, pas très cher, point d'entrée, venez, c'est des comics mais avec des formats de publication franco-belge, oui, so what. Non, c'est pas moi que ça va déranger là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant que là pour le coup, parce qu'une autre solution, une autre alternative, ça aurait été de compiler plusieurs numéros de ce label dans un album, c'est de faire une sorte d'anthologie d'horreur. Alors ouais, alors là plus compliqué, et puis pour l'instant il y a que 2 albums. Hein. Ouais. Donc, il aurait fallu attendre un petit peu. Et pour terminer un peu comme sur la partie 2025, je voulais savoir un peu comment les Tula Lotte est accueilli en France. Et donc il y a eu Somna en fin d'année dernière, puis tu as eu le Barnstormers aussi cette année. Est-ce que les gens comprennent qu'elle est trop forte ou pas? Oh, la question pas biaisée du tout. Non, bah c'est une question rhétorique, mais je sais pas si les gens comprennent, mais oui, Barnstormers a été bien reçu. C'était lié d'une part à l'offre graphique. Tula est une personne adorable, qui plus est, talentueuse, qu'on voit beaucoup sur pas mal de couvertures. En plus, c'est une très bonne illustratrice, en plus d'être une bonne autrice de BD. Barnstormers a bien fonctionné parce que c'était aussi l'excellent mariage entre un scénario, un bon scénario de Scott Snyder qui peut nous habituer à tout, du très bon comme du moins bon, et puis Tula qui s'est emparé de ce sujet et puis dont le dessin correspondait parfaitement à l'ambiance en fait du récit. C'est Bonnie et Clyde dans les airs. Ouais, je crois j'ai dû poster un truc ce matin à ce sujet-là. Ouais. Pour ce récit-là. En ce qui concerne Somna, là aussi on avait une offre qui est je trouve particulièrement bien fichue, et merci au First Print Awards d'avoir décerné le Grand Prix à cet album. Le mariage justement des 2 styles graphiques qui peuvent sembler opposés entre celui de Becky Cloonan et celui de Tula. Tula pour gérer la partie onirique, je dirais, du récit, et Becky pour la partie plus réaliste. C'est du pur bonheur, et alors que moi je suis pas à la place des lecteurs, hein, c'est eux qui font leur choix et c'est toujours eux qui ont raison au final. Tu m'as souvent entendu ça. Ouais, mais c'est vrai, ça reste particulièrement vrai aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire là-dessus, c'est d'essayer de les convaincre toujours, effectivement, qu'on a la chance d'avoir à notre catalogue des auteurs et des autrices de qualité exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui, c'est de continuer à aller travailler avec des gens qui aiment ce qu'ils font et qui sont pas uniquement des faiseurs et des tombeurs de pages, quoi. Et ils s'impliquent vraiment dans chacun des projets qu'il en est. Alors, j'aimerais te lâcher une information à ce sujet-là, mais j'ai pas le droit, donc bon. Ça marche, ça attendra à la fin quand j'appuierai de nouveau sur le bouton record alors. Peut-être. Et un autre point aussi, on en a parlé un petit peu avant de Mike Mignola avec le Carnaval des Cadavres, donc le lancement des contrées inconnues là aussi. Alors incroyable édition noir et blanc agrandie qui est vraiment très très chouette, mais que tous les libraires n'ont pas commandé. Ça, j'étais un peu triste. Non, quand même. mais enfin, on est sur un constat là aussi. Faut pas se leurrer. Enfin, Mike Mignola fait partie de ces auteurs. On dit souvent un artist quoi aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est remarqué par les autres artistes et par les autres auteurs, mais qui n'est pas forcément un auteur grand public. Par ailleurs, son nom et ce qu'il fait avec Hellboy est connu du grand public, mais ça se transforme pas forcément en vague, en tsunami de vente, en fait. En revanche, pour le Carnaval des Cadavres, on a peut-être cette chance de voir Mike Mignola vraiment au pic de son talent et se renouveler sur quelque chose qui est autre chose que du Hellboy, voilà. Mais qui finalement, on peut aussi considérer que c'est typiquement la même chose que les récits que j'avais présentés dans le Hellboy 30e anniversaire. Même ambiance, même type de récit, sans Hellboy. Voilà. Donc on a des passerelles à la fois vers les lecteurs qui aiment Hellboy et ceux qui veulent découvrir quelque chose de nouveau, en ayant peur peut-être de rentrer dans un univers qui est très dense, à savoir celui de Hellboy avec BPRD et tous les spin-offs. Et là, avec le Carnaval, toute l'ambiance, tout ce que aime Mike Mignola, les monstres, les fantômes, le surnaturel, l'occulte, tout ça est présent dans le Carnaval des Cadavres. Également dans Ori Tuka et les dieux, qui est le prochain album qu'il a déjà fait et qui est programmé pour 2026, ainsi que le 3e,
puisqu'il est en train de bosser sur Rituka et les diables, en réponse aux dieux, mais aussi parce que c'est un univers qu'il développe en collaboration avec Ben Steinbeck. Voilà, ça vient d'être annoncé chez Dark Horse aux États-Unis, et bien sûr on ne passera pas à côté, parce que j'adore bosser avec Ben. On avait publié son Poussière d'os qui reste vraiment superbe, mais qui a pas intéressé les lecteurs, voilà, pas suffisamment à mon goût bien sûr, mais c'est un album que je chéris particulièrement, quoi. Et on a un nouvel univers qui s'ouvre là, univers fantastique de fantasy, porté par le double talent et de Mike Mignola et de Ben Steinbeck. Donc qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer là-dedans, quoi. Et du coup, Mike, tu le fais venir quand en France, là? Quand il aura décidé. Enfin, Mike, pour l'instant, il est occupé. Il vient de déménager de Californie à New York. Il est vachement plus proche d'eux, toi. Il est en train de, mais surtout, il s'est rapproché surtout de sa fille qui vivait là-bas. Et derrière, il est surtout en train de défaire ses cartons de bouquins. Et puis, venir dédicacer n'est pas quelque chose qui l'intéresse en tant que tel. Il faudra qu'il y ait un événement, en fait. Non, je pense que même à le faire venir pour une expo. Voilà. Encore faut-il trouver le moyen que quelqu'un accepte de monter une expo autour de ça. Nous aide à monter une expo parce que c'est quelque chose de très très lourd à mettre en forme. Non, voilà, on verra si ça peut se faire, mais j'adorerais, bien sûr. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui adoreraient le voir revenir en France. Ça fait quelques temps qu'il est pas. Je sais pas si ça se fera. Il y a pas de plan, en fait, pour l'instant. Voilà. Très, très bien. Mais après, de toute façon, ça, c'est quelque chose que tu fais généralement quand même. T'essayes chaque année aussi, d'accompagner un petit peu la vie de certains bouquins en participant à faire venir des auteurs. Est-ce que c'est primordial, à ton sens, ou pas tant que ça? C'est pas primordial dans la vie économique du bouquin. Faut être très honnête, c'est pas le nombre de dédicaces qui va être fait par un auteur qui va faire ou défaire un succès. Non, là ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est la venue de Charlie en février, ce qui va correspondre effectivement à une phase de support qui va suivre le lancement de Hérétique qu'on a déjà évoqué. Et puis parce que Charlie a envie. C'est aussi simple que ça. Oui, ça peut, mais c'est aussi une manière à la fois de faire plaisir aux lecteurs, en essayant de faire en sorte que les auteurs puissent tourner pas seulement à Paris, mais aussi un peu partout en France quand on en a la possibilité. Mais il faut jamais oublier une chose, c'est que quand un auteur est en tournée de dédicace, il travaille pas. Pendant une semaine, il bosse pas, quoi. Voilà. Donc, faut respecter absolument ça. Et c'est vrai qu'avec un catalogue comme celui que j'ai, qui est tourné absolument vers les auteurs, et quand un ouvrage chez nous est vendu, c'est des royalties qui vont dans les poches de l'auteur, et ça me semble super important, et pas dans les poches de Warner, peut-être bientôt Netflix, ou dans les. Parle pas de ça, s'il te plaît, ça me déprime. Vraiment, ça me déprime. Ouais, encore c'est pas fait, c'est pas fait. Oui, on est ravis de voir la bataille horrible. Ou Marvel Disney, comme je le disais tout à l'heure. Non, c'est pas les mêmes choses. La peste et le Je travaille avec des auteurs, je travaille pas avec des maisons d'édition. Quel enfer. Parlons un petit peu de 2026 quand même. Allez. Dans ce que j'ai, parce que en général, quand on enregistre, il y a toujours effectivement une première partie du programme qui est déjà annoncée, puis après c'est toi qui prends le lead avec ce que nous ne savons pas. Mais quand même, on en avait un petit peu parlé l'année prochaine. On va commencer janvier avec. L'année dernière, ouais. Oui. On en avait parlé l'année dernière, ouais. Ouais, de Jeff Lemire, pardon. Et de Minor Arcana qui va débarquer en janvier 2026. Ah ouais, super content, avec un tome 1 déjà là dès janvier, et un tome 2 sur lequel on est déjà en train de travailler, puisqu'il est prêt, ça va vite, et qui arrivera en juin. Voilà. Ok, donc série sortie assez rapprochée, mine de rien, mais parce que c'est des albums simples, en l'occurrence c'est des albums de 6-7 numéros. Ouais, donc c'est des 150 pages grosso modo, enfin 144 techniquement parlant. Ouais, c'est ça. Donc ça fait moi ça me fait plaisir à titre personnel, puisque je suis déjà la série en VO. Moi aussi, parce que c'est vachement bien. En plus, non, c'est vraiment super. Ouais. Il y a une réédition de Jinx de Brian Michael Bendis, on l'avait aussi évoqué. Ce que ton souhait, c'est de rééditer l'ensemble de ces polars des premières années. Ouais, absolument, c'est ça. En fait, on est parti avec, on a commencé avec Torso d'ailleurs dont on n'a pas parlé avant, mais qui est quand même un absolument, très bon récit. Super récit, puis qui s'inscrit dans la veine un peu il y avait Ed Gein, il y a Torso, là, on joue avec les tueurs en série aussi, je pense. Non, mais c'est un petit kink à nous avouer sur les tueurs en série, peut-être. Non, mais Jinx, oui, bien sûr, c'était assez logique. Goldfish, on est déjà en train de travailler dessus aussi, et normalement en fin d'année,
voire tout début 2017, je ne sais pas, Fire, qui reste inédit en français. Voilà. Donc ça fera la tétralogie issue de chez Caliber de Brian Michael Bendis. Ça, c'est déjà signé en fait depuis maintenant un bon bout de temps. Donc oui, on va faire ça. Et ça, je sais que je t'avais déjà demandé, mais il n'y a pas forcément de volonté d'aller plus dans le plus récent de ce qu'il a fait dans le Linksword pour l'instant, quoi. Là, c'était vraiment, on remet ces 4 polars dans le même format, j'imagine, en plus, tous ensemble. Oui, absolument, que c'est comme Torso, en fait. Donc, on les sort dans un format qu'on appelle Integra, c'est-à-dire des couvertures souples mais plastifiées, comme Stray Bullets. Aussi, on essaie de conserver une espèce de logique par genre, en fait. Lorsqu'on a du noir et blanc comme ça peut justifier, ouais. Non, pour le reste, non, moi je reste un gros fan de Powers. J'avais commencé à publier chez Semic il y a plus de 25 ans. Surtout Powers qui est revenu là. Et qui est revenu effectivement. Ouais. Bon, ça reste une très très chouette série, mais avec une histoire éditoriale un peu chahutée en France, on va dire. Ce qui rend aussi particulièrement difficile le fait de vouloir la reprendre à ce stade. On a Night Eater qui revient en début d'année aussi. Donc très chouette série de Marjorie Liu et Sana Takeda. Ce qui m'amène juste à te demander si Monstress se poursuivra aussi en 2026. Bah oui, tout à fait. On a déjà Monstress tome 10 qui arrive en mai. Voilà. Donc non, c'est bon, ça se poursuit. Ça reste une valeur sûre, même si ce sont pas des ventes folles, mais on arrive déjà à une série qui fait 10 tomes, donc c'est déjà pas mal du tout, mais on réimprime assez régulièrement en fait encore. Donc on poursuit. Travaille avec Sana. Ouais. T'as le Nouvelles Aventures qui revient, un second tome en fait. Oui, de Rocketeer, et qu'on a pimpé un petit peu en y ajoutant en fait un one shot publié en one shot solo en fait, avec un récit de Adam Hughes notamment dedans, et qui fait l'objet de la couverture. Voilà. Donc c'est un chouette. Je suis très 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 content de faire revivre un peu Rocketeer comme ça. C'est ce petit côté désuet que j'adore sur cette série, mais qui ne l'est pas du tout dans sa réalisation, puisqu'on a la crème de la crème des auteurs de comics là qui se mettent à faire du Rocketeer le temps d'une petite histoire courte chacun. Et donc à partir de ce moment-là, à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast, moi, je n'ai plus d'informations sur votre programme 2026. Ah, donc, c'est bien, là, on va pouvoir... Que peux-tu me dire? Qu'est-ce que je peux lâcher comme info? De quoi pouvons-nous discuter? Alors, on va pouvoir discuter de l'extension de l'univers Invincible, pour commencer avec quelque chose qui est très, très attendu. Oui, attends, je l'ai même pas mentionné. Oui, Dieu. Pardon. C'est ça. C'est bien, tu me laissais la primeur. Yes. Battle Beast, le fauve de combat, oui, tome 1, avec très probablement un tome 2 d'ici la fin de l'année, même. Donc, est-ce qu'il vient d'être annoncé là pour mars? C'est ça. Le numéro 7, donc le deuxième arc de la série. Donc, on démarre dès mars aux États-Unis. D'ores et déjà extrêmément bien reçu par le public des libraires comics, puisqu'on a une édition spéciale de chez Comic Shops Assemble. Évidemment. On n'en attendait pas moins de. Voilà. Donc voilà, ça c'est effectivement un des gros lancements de l'année, des grosses attentes de l'année, mais c'est une belle manière de d'étendre je dirais l'ensemble de nos titres spin-off de Invincible. Donc c'est un récit qui met en scène ce personnage que les fans aiment particulièrement. Ça se situe entre les numéros 19 et 55 de la série, et en l'occurrence entre les numéros 3 et 5 de l'intégrale chez Delcourt. Voilà, pour tous ceux qui veulent, pour les fous de continuité, c'est là où ça va se situer. C'est une série qui est prévue au moins en 3 tomes, on va dire. Donc en gros une petite vingtaine de numéros. Après on verra, voir plus si affinité. Oui, parce que c'est un grand succès aux États-Unis aussi, je crois. Ouais, donc c'est un carton assez colossal. Ouais. Et en même temps, c'est l'équipe originale, enfin pas originale, mais c'est l'équipe majeure d'Invincible. Tout à fait. Kirkman au scénario, Ryan Otley qui a dessiné la quasi-totalité de la série, qui l'a reprise après Cory Walker. Donc et Annalisa Leoni, donc coloriste aussi de Oblivion Song par exemple, qui assure les couleurs, les merveilleuses couleurs de cette série. Et puis ça me permet de faire le grand écart et pour annoncer une autre grosse sortie de l'année qui est Skinbreaker sur la fin d'année, et sur laquelle Annalisa travaille puisqu'elle est la coloriste de David Finch sur cette série écrite par Robert Kirkman. Donc oui, là il faut faire preuve d'un petit peu de patience, mais on a Skinbreaker qui arrive en fin d'année, sans que j'ai encore décidé à ce stade si on sort un diptyque ou bien si on sort une intégrale. Je ne sais pas encore. Je verrai à la lecture de l'ensemble.
Ça, c'est parce que le titre a démarré il y a pas très très longtemps. Il y a 3 numéros uniquement disponibles pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et titre sur lequel David Finch a travaillé pendant pas mal de temps, parce qu'on le voyait plus depuis quelques années. Maintenant, on sait pourquoi. Uniquement sur des couvertures de Walking Dead ou de temps en temps sur des choses comme ça. Ouais. Et ça fait 8 ans qu'il bosse dessus, en fait. Alors, voilà, ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est une série que tout le monde a découvert auprès du grand public là, mais ça fait 3 ans que je suis au courant que ça arrive, mais j'avais pas le droit d'en parler. Voilà, c'est tout. Tout comme il y a des choses qui vont être annoncées en 2027 chez Skybound et dont j'ai pas le droit de parler aussi. Ouais. Donc là, ça va être, c'est bien. Ouais, Skybound après la récupération de la licence Hasbro, Transformers, G.I. Joe et compagnie, se recentre un peu sur les titres Creator Own, notamment de Robert, et moi j'en suis vraiment ravi, quoi. D'autant plus que après les deux sont pas forcément enfin les deux s'entraînent bien, puisque on sait aussi que justement cette Energon Universe fonctionne très bien aux États-Unis, qui a quand même connu certains gros appels sur des licences aussi. C'est marrant parce que t'as l'Energonverse d'un côté, et puis alors t'as les Absolutes chez DC Comics et Ultimate chez Marvel, donc c'est un peu les 3 grosses licences fortes, mais qui permettent peut-être aussi d'avoir des gens qui vont dans les comic shops, et ça permet d'attirer l'attention. Après, on va pas se mentir aussi, David Finch, c'est un très grand nom de l'industrie, c'est un dessinateur qui a quand même un CV qui est très très qualitatif aussi. Ouais, c'est vrai. Et la proposition, effectivement, quand tu vois juste les planches de Finch, tu sais que là, ceux qui aiment vraiment le pur comics d'aventure comme ça, ils en... Oui, puis c'est très très fouillé graphiquement, et ça peut plaire aussi à un public, par exemple d'Heroic Fantasy, un registre dans lequel se situe la série d'ailleurs. Ils ont pas fait une édition en VO des singles avec un format complètement abusé. C'est la Treasury Edition. C'est ça, ouais. Tout le monde est un petit peu fou de ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que ça reprend pas mal en ce moment. C'est pas mal. Ouais, là, c'était peut-être pas indispensable, on va dire, parce que le papier est un papier qui boit, et donc ça graisse énormément le trait de Finch, et c'est pas ce dont il a besoin là-dessus. Pas sûr qu'on suive effectivement ce format-là. On verra ce qu'on fait en termes de format là aussi. Je réserve les annonces pour ça. Ça va vraiment dépendre. Bon, ce qui est très très probable en revanche, c'est qu'il y aura une édition en noir et blanc aussi. Oui. Voilà. Oui, avec David Finch, ça me semble assez logique. Et donc on n'a pas du tout d'inquiétude en termes de date de sortie, puisque la série est entièrement dessinée à ce jour. Donc très bien. Je te laisse poursuivre. Alors l'autre, deux autres titres là pour rester sur le premier semestre. Les Évadés d'Alcatraz, qui est vraiment un ouvrage de Christopher Cantwell au Sénat, et de Tyler Crook. Je vais même pas dire au dessin, parce que c'est une sublime peinture. Il a travaillé en couleur directe, et c'est un auteur qu'on a découvert sur BPRD. Également sur Bad Blood, sur Harrow County également, publié en partie chez Glénat. Alors pour répondre à une question qu'on m'a déjà posée, est-ce que vous voulez pas reprendre Harrow County? C'est difficile de reprendre des séries qui ont déjà été à moitié publiées, d'accord, et Glénat on a laissé pas mal en route. C'était le cas de Lazarus, c'est le cas d'Harrow County, c'est le cas de Sex Criminals. Oui. Voilà. Ce serait bien, Sex Criminals, de le revoir un jour, mais j'entends parfaitement que c'est pas sur un marché compliqué comme oui, aujourd'hui. Ouais. Et puis il y a un petit côté, ah merde, tiens, ils reviennent encore, c'est un peu poussiéreux, on revient sur des choses déjà vues, alors qu'on sait qu'on est un public qui est quand même avide de nouveautés, quoi. Très bien. Mais donc donc le Out of Alcatraz qui est sorti chez Onipress, donc c'est vous qui allez le faire. Oui, absolument. Ouais. Et c'est vraiment un magnifique récit. Et donc je vous laisse découvrir le destin de ces évadés d'Alcatraz, dont il a été aussi question d'ailleurs dans le film avec Clint Eastwood il y a maintenant pas mal d'années. Ensuite, je voudrais mettre un petit coup de spotlight sur un auteur français qui s'appelle Ludo Lulabi, et qui avec Ghost Pepper, qui va faire son apparition en avril. Bon, un premier tome, mais aussi avec l'intégrale enfin après plus de 20 ans de Battle Chasers, puisqu'on va republier l'intégrale effectivement des épisodes de Joe Mad, complétés par ceux dessinés par Ludo Lulabi. Donc voilà, t'es le premier à le savoir en fait ouvertement, mais ça arrivera en juin. Voilà. Trop bien. Ouais, très très content d'enfin pouvoir quelque part boucler la boucle, puisque c'est une série, j'avais été le premier éditeur en France chez Semic de cette série en kiosque. Voilà. Donc, l'illustration parfaite de l'adage tout vient à point, à qui sait attendre. Patience et savoir durer. C'est ça. En tant que c'est cool. Mais en plus d'autant plus, donc Ludo vit à Lyon. Oui, c'est ça. Donc il est à fond sur Ghost Pepper bien sûr en ce moment, puisqu'il la dessine au fur et à mesure.
qui est une série qu'il écrit et qu'il dessine. Mais effectivement, on va aussi pouvoir publier. Lui aussi est super content d'ailleurs qu'on puisse présenter ces épisodes de Battle Chasers qui bouclent on va dire un premier arc. Maintenant, je vais pas faire ma respiration jusqu'au second arc de Battle Chasers. Dans 20 ans, je serai plus là, sinon je vais sucrer les fraises, c'est pas bon. Voilà. Il y aura du Spawn aussi, puisqu'on aura du Violator, la mini-série écrite par Marc Andreiko, qui arrive, accompagnée d'une couverture variante aussi, de Kibar, mais aussi la couverture standard par Gian Enrico Bonacorsi, qui est un fantastique dessinateur italien qui vit en France. Voilà. Donc il est tout près de chez nous. Donc on va pouvoir fêter ça et il est ravi de pouvoir soutenir un peu ce travail qu'il a réalisé avec Todd McFarlane. Ouais, puis tu disais donc que le King Spawn allait suivre le même format que le Spawn par année de publication. Oui, tout à fait. Dès le mois de mars, en fait, on a un King Spawn 2024-2025, voilà, avec 12 numéros et qui, pareil, sont des numéros qui enchaînent directement après Spawn Renaissance 16, à savoir maintenant, on peut. Je pense que c'est plus un spoil sur. Donc, le Trône de l'Enfer a été pris par Nyx, voilà, un des personnages de la série Spawn. Et donc, on est dans l'aftermath en fait, là, ce qui se passe après effectivement cette prise de pouvoir en enfer de Nyx. Et donc, Spawn est de retour sur Terre et donc la série King Spawn, qui suit également les aventures de Hal Simon Spawn, va se situer quelques mois après. Effectivement, le retour de Spawn sur Terre. Et donc la corollaire, c'est est-ce que tu comptes faire la même chose pour les deux autres séries régulières qui avaient été lancées en même temps que King Spawn, c'est-à-dire Gunslinger et Scorched. Ouais. Pas pour l'instant, parce que j'attends le résultat, comme on l'évoquait tout à l'heure, vraiment pour savoir si ce format-là plaît suffisamment, mais ça serait dans une forme de logique. Maintenant, il est vrai également que ce sont deux séries qui ont moins attiré les lecteurs que à la fois King Spawn et la série mère principale Spawn. Donc, je réserve ma décision là-dessus, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'on l'a dit aussi, mais c'est vrai que l'univers de Spawn de Todd McFarlane ces dernières années, ça a été beaucoup de titres lancés qui ne trouveront pas tous leur place en VF. Enfin, tu disais l'année dernière que genre Monolith, ça c'était pas du tout quelque chose que tu voulais faire. Mais je pense par exemple peut-être au Curse of Shirley Johnson ou à d'autres titres, je sais pas, qui ont été annoncés. Là, il y a quand même un moment le Spawn the Dark Ages qui vient de démarrer de Liam Sharp. J'imagine que là, il y a quand même certains titres où... Oui, c'est ça. On va pouvoir vraiment travailler sur une sélection. C'est un peu l'idée. Alors après, autant Dark Ages, il y a des chances que ça soit dessiné à temps, parce que je crois que ça doit l'être déjà. Autant The Curse, c'est pas sûr du tout que ça arrive dans les temps. Donc, il sera toujours temps de prendre une décision une fois qu'on aura les premiers retours sur la rentabilité des nouveaux formats. Voilà. Très bien. Il me semble normalement que du côté de Daniel Warren Johnson, la réédition de Murder Falcon, c'est peut-être pas la seule réédition qu'on aura des travaux de Daniel Warren Johnson. Non, effectivement, oui, on va rééditer dans un format agrandi, pas seulement par la taille, mais également par le contenu, le Extremity, qui était le premier ouvrage qu'on avait publié il y a maintenant pas mal d'années, qui est épuisé. Donc c'est une bonne occasion de le remettre en place, puisque depuis lors, Daniel a gagné un petit peu en notoriété, on va dire. Ouais, il a explosé. N'ayons pas peur des mots quand même. Ouais, c'est un très très bon auteur. Je sais pas d'ailleurs si les gens, si ta réédition de Murder Falcon a trouvé son public un petit peu ou pas. Oui, suffisamment en fait, puisqu'il y a eu une couverture variante aussi poussée par le CSA, mais non, sincèrement, ça s'est bien passé, mais faut pas oublier que ça reste des rééditions, donc on va pas forcément avoir le même appel d'air que sur une véritable nouveauté, puisque la majorité des gens que ça intéresse ont peut-être déjà lu Murder Falcon d'un côté, Extremity de l'autre. Donc Extremity, enfin j'espère, c'est un vœu pieux que je fais, parce que pour moi ça reste un de mes préférés quand même. Aussi, mais bon, oui. Et j'espère donc que cette réédition permettra d'aller chercher plein de gens qui, à mon avis, clairement, c'était il y a bientôt 10 ans, sont passés à côté. Hein. Mais pareil pour Space Mullet, même si Space Mullet c'est plus un péché de jeunesse, on va dire, travail de jeunesse. Moi, je veux bien des péchés de jeunesse comme ça, j'en veux plus. On est d'accord, oui, bien sûr, non mais voilà, Daniel Warren Johnson, James Harren fait partie de ces gens, Lawrence Campbell, c'est des gens qui font partie de cette nouvelle génération qui sont absolument impressionnants, quoi. Ouais.
De quoi on peut parler encore? Qu'est-ce que je peux annoncer? Bon, il y a certaines rééditions en intégrale qui vont faire leur apparition. Je pense à Killer Be Killed. Cool. Ouais, très très chouette. Lothar Road également avec de Tradmoor. Trop bien. Oui, ouais, ça c'est très bonne nouvelle parce que ça fait partie aussi de ces séries d'auteurs, qui aujourd'hui ont un vrai, une vraie aura, mais dont on est peut-être passé un peu à côté de avec l'impression d'avoir été un peu en avance là sur ce coup en fait. Mais tant mieux. Enfin, aujourd'hui, si c'est des auteurs qui ont réussi à trouver leur voie et à améliorer quelque part. Quand on voit déjà la progression le long des 3 numéros, des 3 tomes de Lothar Road, quand on voit le travail de Tradmoor, c'est juste impressionnant. Et puis, depuis lors, il a travaillé pour Marvel et ça lui offre une visibilité incroyable. Donc, pouvoir représenter une intégrale aujourd'hui de Lothar Road, c'était dans l'air du temps depuis un bout de temps, quoi. Qui intégrera les 3 tomes alors. Ouais. Ouais. Ah ouais. Gros beau pavé. Voilà. Faut parler un peu de distillerie aussi. Oui, quand même. Alors, même s'il y a des titres, comme tu le disais, qui ont été annulés, non. Retardés. Ouais, bon, certains annulés et puis d'autres. Ah ouais, vraiment. Oui, absolument. Oui. D'accord. Les auteurs qui ont raté. Mais là, il y aura The City Beneath Our Feet. Le 2 est là. Il y en a 3. Elle a fini le 3 normalement. Justement, ils ont publié le 2. Enfin voilà, normalement ils ont fini. Ça a pris un an entre le numéro 1 et le numéro 2, c'était parce qu'il fallait qu'elle finisse les 2 derniers numéros. Ils ont réédité chez Distillerie le 1, effectivement, quelques pages supplémentaires. Donc c'est chouette de pouvoir retrouver Elsa sur ça, parce que on se connaît depuis longtemps aussi. Donc, oui, c'est chouette. Voilà. Et puis après il y aura quelques petites surprises. Alors je sais pas si on aura l'occasion de se revoir parce que là j'aborde vraiment quasiment la fin d'année 2026. Moi je veux bien, tu sais, mon micro t'es toujours ouvert. On peut se revoir à ce moment-là parce qu'il y a des choses qui sont signées, pas forcément encore complètement calées en termes de date de publication, mais il y a quelques belles surprises. Ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir ça, et notamment qui concerne l'univers de Invincible, 2 des auteurs déjà connus. Je fais du teasing de mort là. Ouais. Et qu'on va découvrir dans des registres graphiques inattendus. Voilà. Et puis le Viking Moon, tiens, celui-là je peux en parler. Ouais. Viking Moon, un titre de chez Image écrit par Joe Pruitt et dessiné par Marcelo Focin. Qui est très très chouette, très très chouette. Je suis très content. Puis en plus il y a des couvertures variantes par mon pote Philippe Xavier, donc on fera de la couverture variante ou de la couverture standard avec Phil, donc ça c'est chouette. Non, c'est bon. Qui vient de dessiner un 13 d'ailleurs, pour info. D'accord, très bien. Il n'a pas besoin de pub, mais bon là. C'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Ah non, j'ai vraiment 3 à 4 autres annonces, mais pour l'instant, je préfère réserver un peu pour pas trop spoiler. Et puis, je te propose qu'on se revoie peut-être avant la fin du premier semestre, juste avant, et puis au printemps. On fait un point. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Ouais. Très bien. Faisons comme ça. Tu me les gardes, ces annonces. Ça marche. Je les veux. Très bien. En tout cas, il y a déjà pas mal de belles choses qui vont arriver et on va pouvoir identifier un petit peu les points forts. Nous, on le débriefera avec Corentin aussi dans notre propre podcast, dans nos autres émissions. Mais en attendant, ça fait déjà de belles promesses pour les mois à venir. Et puis, j'espère que ce podcast, ça t'a plu en l'occurrence. Oui, merci beaucoup. Ouais. C'est toujours un plaisir de venir discuter de comics et de planning de catalogue, de programme éditorial. Le planning, c'est important, mais je préfère, c'est le contenu qui prime quand même. Tu veux un autre café? Ouais, peut-être. Et donc, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à retracer même l'ensemble des podcasts qu'on a fait avec Thierry. Vous cherchez Delcourt sur notre site et vous verrez l'ensemble des bilans. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre l'évolution des sorties au fil des années. C'est vraiment c'est une chance en fait de pouvoir quand même vraiment suivre sur le temps long en fait tout ce qui se passe dans le milieu de l'édition en France. Et donc n'hésitez pas à soutenir aussi le podcast en le partageant sur vos propres réseaux, en parlant à tous les gens que vous connaissez qui lisent des bandes dessinées. Et s'il vous reste des sous après de passer en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir également sur notre Tipeee. Et puis Thierry, je te dis à très bientôt. Merci Arnaud, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Salut.